Le professeur Craig Fowles, directeur du laboratoire donc, biodiversité et biotechnologie fongique, va vous présenter les activités du laboratoire avec un focus sur les activités, sur les thématiques d'intérêt pour notre filière. Alors, la présentation du professeur Fowles sera faite en anglais, mais les slides sont en français. Le laboratoire, donc, je l'ai dit, est également une composante de l'Institut Carnot 3 Bécart, dont vous parlera également le professeur Fowles. Puis, dans un deuxième temps, Madame Nathalie Turc, qui est responsable du pôle bioéconomie bioprocédés à l'INRAE Transfert, présentera l'Institut et l'offre technologique d'INRAE Transfert en lien avec le laboratoire BBF. Enfin, nous avons également la chance d'accueillir Madame Élise Odino, directeur technique de la start-up OléoInnov, qui présentera sa société et nous apportera son témoignage sur un transfert de technologie réussi entre le laboratoire BBF et son entreprise. Voilà, juste avant de commencer le webinaire, quelques recommandations que vous devez connaître maintenant. Je vous remercie pendant les présentations de couper vos micros et vos vidéos. Pour permettre un bon rythme du webinaire, nous ferons un temps d'échange spécifique à la fin des 3 présentations. Vous pouvez poser vos questions pendant les présentations via le chat, nous les relayerons en fin de présentation et on fera aussi quelques questions directes à la fin du webinaire. Donc comme je l'ai dit, le webinaire sera enregistré et il sera disponible après sur notre site internet. Voilà, donc now Professor Fowles, it's with a great pleasure that I'll give you the floor to present the BBF laboratory activities. Thank you. Merci, Stefan, and thank you everyone for spending some time attending this seminar this afternoon. I hope I will speak slow enough so you can understand my accent, but we can go over things in questions. So let me share my slide. So as Stefan said, we are a mixed research unit of INRAE, Aix-Marseille University, and we are located in the Polytech buildings on the Lumini campus. So I'm employed by the university, while a lot of my colleagues are agents of INRAE. But to start today, what I'm going to do is just a little explanation about the Institut Carnot and Trois Bequer in particular. So the Institut Carnot are public research structures of very high scientific level, and they are aiming to integrate in partnership, developing partnerships like research activities to benefit innovation of the enterprises and actors in the socio-economic sector. There are 39 Carnot institutes in existence at the moment and representing about 18% of the researchers in the public research environment. And 50% of the research is financed by industry in public laboratories. So looking at the Carnot Trois Bequer in particular, so it's looking at the bioeconomy thanks to the biotechnology and green chemistry approach. So it's very relevant to Novashim and your activities as adherents to Novashim. So we're looking at green biotechnology, industrial biotechnology, chemistry, thermochemistry, mechanics, inside the Trois Bequer network, looking at transformation of vegetables and their byproducts from different sources, looking at waste, looking at different things, how we can separate the biomass, how we can refine the biomass, how we can functionalize either the whole biomass or some of the components within the biomass that we can use and give to industry for their development. So Trois Bequer stands for bioenergy, biomolecules, and material
resource. There's a network of the Toit Becaire spread right across France, representing a whole lot of different techniques that the Toit Becaire brings to the area. Don't know why my thing's saying. You can see from Ile-de-France, Reims, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, and here in Marseille, we have the BBF laboratory. Toit Becaire is under the guidance of 16 tutors from NRIA, CNRS, CEA, and industrial and university components. We have about 12 million euros turnover each year. 500 engineers and researchers are associated with Toit Becaire, and we publish and we patent, and all for the benefit of our industrial clients. Within BBF, we have been very fortunate to receive grants for projects from Toit Becaire, all the way back to 2014 to yesterday, where we got good news that one of our projects was accepted for funding to start next year. So these projects represent partnerships with other laboratories and also partnerships with other industries and research organizations such as the CRIT combination. Apart from the direct project financing in partnerships, Toit Becaire also finance and consolidation grants and international mission grants, where we can go and fact-finding missions to gain knowledge for benefit of all the partners in the network. So who are we? Who are BBF? So we are a fungal biotech laboratory, and our mission is to produce generic knowledge on fungi and how they degrade lignocellulosic material. And they do this through the production of enzymes which valorize transformation of the biomass to provide useful material for today's bioeconomy. We are at the moment organized as a mono equipe with myself as director. I have 2 assistant directors, secretaries, and we have a mixture of NRIA and AMU researchers, a great group of technicians, and we have a lot of postdocs, doctorants, and masters coming in the lab. So there is a turnover, but there is also a steady base of knowledge within the group. Now, from next year, we're going to change that. Marie-Noëlle Rosso will become the directress of the unit, and we're organizing things into groups, 3 groups, specializing in particular scientific avenues that we wish to develop. And the researchers and technicians and postdocs are also associated with these groups. We have 2 platforms in the laboratory. The first one is a national one, which is the CIRM, which is representing the national collection of filamentous fungi, and we have over 3,000 different strains in our fridges and freezers in the laboratory. These fungi a lot of them are specializing in the degradation and transformation of lignocellulosic biomass. 60% belong to the Basidiomyces, 40% Ascomyces, and we have representatives of other groups of fungi. As I said, it's a national platform, so it's recognized at the national level. They preserve, they look after these different strains and provide them as a fungal resource to people who wish to utilize fungi in their research. They're also involved in authentication of these strains, and also this is done at the phenotypic level and also at the molecular level,
where we can really identify exactly what fungi, what fungal class the strains belong to. The second technical platform, is a protein expression platform, specializing in the protein expression using the yeast Pichia pastoris. We can grow up, express the genes of particular enzymes of interest in Pichia, and we can purify the enzymes for industrial and also for academic use at different scales. So this is a platform of a TR level 3 to 5, and we do interact not just with the academic level, but with the industrial level as well that way. Obviously, you will see we have the websites and contact people, which we will have available after this presentation. We have interactions with industry, both through the Pulse to Competitivity. In the past, we transfer our knowledge to companies as well, in giving them advice and helping them establish certain things. Also, we have consultation and direct financing through industrial levels as well, and I'm sure you'll recognize some of these industries that we have been working with, both present and in the past, and hopefully in the future. So what do we do at BABF? Well, as I say, we're a fungal biotech group, and we're looking at the deconstruction of vegetable biomass. So there's estimated between 3 and 4 million different species existing on the planet. And if you think we've only got 3,000 of these strains, there's still a lot to be found. One of the problems is that a lot of these fungi cannot be cultivated, but what we do have are very pure strains available for to buy. So fungi are one of the major actors in the decomposition of plant material. They produce a whole range of enzymes, specializing on the particular biomass that they are trying to break down. So there's a lot of signaling between the biomass and the fungi just to know what enzymes are actually required to modify and to break down the plant material for energy source for the fungi. And more than 60% of commercial enzymes are of fungal origin that you can actually buy. So we can use this natural knowledge, this bio-inspired material, to help tailor a particular process that you might be interested in to try and obtain a particular product of interest. And these fungi, especially the fungi we have in the serum collection, represent an exceptional source for innovation. Really, we look at 3 different types of fungi. There's we have the soft rots, which are growing in highly water-saturated environments, which are specializing in degrading cellulose and hemicellulose. We have the brown rot, who will degrade again both the cellulose and hemicellulose and modify the lignin. They're called brown rot because what they leave is the lignin-rich material, which is polyaromatic, therefore has a brown color. And then we have the white rot, which are predominantly Basidiomyces. They degrade both the lignin, the hemicellulose, and the lignin. And this degradation can be simultaneous of all 3 components of the biomass, or it can be selective, i.e. it will start to degrade one particular type of component in preference to the other. For example, they will break down the lignin first in a way that it then exposes more of the polysaccharides, more of the sugar for growth in the future. And we can use this knowledge, this way of how the fungi are growing, to design processes for both research and for industry.
Sorry about that. One of the specialities of these fungi that we look at are the enzymes that are being produced. And we can use the genetic knowledge because of the sequencing of the genomes and also things like transcriptomics and proteomics to look at the diversity of the enzymes actually being produced by these fungi. You cannot just think of the fungi producing one type of enzyme. Sometimes they can produce 10, 20, 30, 40, even more isoenzymes, all belonging to the same type of reaction that is going to carry on. And we can use this knowledge to select both the fungal strain or to pull out different enzymes of interest and looking at comparison to see what is the best enzyme for the process that we are looking for. We are organizing our science into 3 groups, as I said before. They are called Respond, Boost, and Aromas, and they are supported by our 2 technical platforms, the CIRM and the 3PU platform. So Aromas is led by Dr. Eric Rickard, and here in this group, they're looking at the marine-derived versus terrestrial fungi and the enzymes that they are producing towards a specific application for aromatic compounds and renewable biomass. One of the reasons for marine fungi is that they are being produced and are active in environmental conditions, including salts, which we believe gives them a good application for many industrial processes where you have high salt presence. Dr. Jean-Guy Berin leads the BOOST group, where they're looking at the biological role and engineering of fungal cazymes, so carbohydrate active enzymes, to tackle recalcitrant polysaccharides and artificial polymers. So what is identifying what is these bottlenecks, what are these restrictions for complete breakdown, and knowing that fungi are very, very efficient at breaking down plant biomass to identify some of these new enzymes which we can add to commercial preparations to boost the saccharification process, and also now tackling artificial polymers that are appearing in our environment. The third group is led by Dr. Lionel Tarragon, and this is called Response. And this group is looking at understanding the roles of secondary metabolites and protein oxidation in the response of these different fungi to the environmental constraints during biomass degradation. How do the fungi recognize the difference between a fruit and vegetable and a woody tree? What is the difference? What is the response? How do they turn on and off their genetic regulation to grow in this material? And then how can we use this in terms of their pathways and other applications for more applied research? You can look at the strategic approach as an inverse pyramid, where we're exploring the functional biodiversity of the fungi, looking at their phenotypes, then going down to omics, the proteomics, the genomics, the transcriptomics, seeing how things are adapted. We can bring this further down into looking at particular strains or groups of fungi of similar or even different properties, going down further into the enzymatic, both as an individual enzyme or in synergy. Enzymes work together with each other. They're not tend to be isolated. And finally, we can narrow all this down to the particular mechanisms of these enzymes. As I say, enzymes do work together, and if you look at the plant material, you have cellulose, you have hemicellulose, you have lignin, and you have enzymes which traditionally have been associated with the breakdown of these polymers. But what we have found over the last 10, 15 years is how these enzymes all work together
in areas. And suddenly we're realizing that the breakdown of hemicellulose is also integrated with the breakdown of lignin, and the enzymes and the products and the electron transfer between the enzymes all come together in this one big pool of enzymes working to break down the material. So we can look at these enzymes individually, we can look at 1, 2, 3 enzymes together, or we can look at all the enzymes which the fungus is secreting under a particular condition to break down the biomass or to modify the biomass. So some examples of this. First one is the pretreatment of plant biomass using semi-solid and solid state fermentation. And this was a project funded by the ANR a few years ago, where 177 strains from the serum collection were screened in at the small scale in multi-well plates to try and see if we could identify some strains which were very specific in the breaking down of lignin. Because the whole idea of this project was to delignify plant material, in this case it was wheat straw and miscanthus, to enrich the residual material in sugars, which then could be converted into bioethanol and methane, contributing to the biofuel area. So these strains very, very selective as to breaking down lignin and not polysaccharides. So 177 strains screened. The best strains were then taken into a bioreactor, a small bioreactor, where you could study in more detail the breakdown of this biomass. You could look at it over days. You could measure the difference between lignin and cellulose, and you could identify and confirm that these were very particular lignin degraders. And this was put into a patent in 2014. And from the lab, we scaled it up as well. We took it because the project was involving industry. And so it was scaled up at that level as well. Okay. Don't know why my screen is jumping. Another project, another example is for fungal biotransformation is the production of vanillin from sugar beet pulp and from maize bran. This has been a long-standing research interest of the laboratory, where the enzymes from Aspergillus niger can break down the sugar beet pulp after sugar extraction. We can take some aromatic compounds from this, such as ferulic acid, and it can be transformed by one of our other strains, our Pycnoporus cinnabarinus strain, and it converts this ferulic acid into biovanillin. Now, this is an actual green labeled vanillin, as opposed to the vanillin extracts that you can get from the pulp and paper industry. So it provides another source of vanillin for food and other industries. And so what we have been doing is looking more at the enzymes involved in the transformation of ferulic acid to vanillin in the fungus. Another transformation, again, from a small phenolic acid, cinnamic acid, which is very rich in colza and the rapeseed, and we can transform this by fungi and enzymes into cannalol, which has use in nutraceutic, cosmetics, and pharmaceutical areas. And again, some patents have come out of this work. When we look at the enzymes, we can look at numerous ways. One of the ideas behind all this looking at enzymes is that, can we use a more environmentally friendly approach to obtain a commercial compound, which at the moment is being involved using chemical treatments
which can be very toxic and very detrimental to the environment. So an example here is the oxidation of 5-HMF, hydroxymethyl furfuran, which is a byproduct of the biorefinery, the lignocellulosic biorefinery process. It's also linked to a lot of things like in bakery products as well. But we have developed an enzymes. We know how the enzymes can modify 5-HMF into different components. The last one, FDCA, the furan dicarboxylic acid, is a precursor for bioplastic synthesis. It's also an active fungicide, inhibitor of corrosion. But some of these intermediates also have potential use and known use. And we have developed enzymes either as a one-pot or a multi-pot system to obtain different forms from HMF, which then can be used for a particular purpose. Another example is the transformation of aldehydes into aromas and perfumes, and this was a recently completed PhD study. It's a CIFRA PhD, so the student worked with an industrial partner and did a lot of the work in the laboratory, and then went to the industrial partner to take it into a more industrial friendly area. So a lot of these flavors, perfumes, are very hard to extract, or you can extract at very low levels from a natural source. So can you use enzymes to actually make these transformations? Yes, we can. We can form these aldehydes through the use of very particular enzymes. And we are studying both the enzymes, the best enzyme for these particular reactions, and how to control these enzymatic reactions for industrial use. One of the other things, and this was in a way what I said with introducing the BOOST group, the fungi produce a whole new range of enzymes. The fungi are very good at breaking down biomass. And a lot of the industrial enzymes that you can buy as a cocktail are just a snapshot of the growth of one particular fungus on one particular biomass. And they can be used to generate sugars or phenolic compounds for transformation. Now, what they've been looking at in the group in the past and currently is also how you can develop new enzymes or new cocktails of enzymes to supplement the existing industrial cocktails to improve the breakdown of the biomass. And from this approach, we've identified a lot of novel enzymes which are used by fungus in this role, which previously were not considered part of the degradation process. Another example of the oxidative enzymes, and you can see our speciality in the lab are much more oxidative enzymes, but we do have experience in hydrolytic enzymes as well. This is an example of working with Yves Rocher to convert rutin, or not to break down the rutin, but to start to polymerize the rutin to improve its antioxidant capability. You have to remember that enzymes are not just degradative tools, but they are synthetic tools as well. And we can understand how to use the enzymes under these different conditions to provide either a new synthetic compound or fragments of a more complex polymeric thing. So this was an example of the oligomerization of rutin using laccases from fungi. Another example has been the modification of fiberboard.
So you may know that a lot of fiber boards are made by sticking wood fibers together. And a lot of this is involving solvents, toxic solvents like formaldehyde. So we had within 2 European projects and an ANR project with industry, looking at how we could replace these solvents with fungal enzymes. So this was an example here where the fibers of Norway spruce could be made into a cake from the enzymes, avoiding the use of these formaldehydes, and they could be pressed and made into the wood panels and cartons and cardboard, depending on what we were looking for. And you can measure the physical properties of this material. And while at the moment it's not as good as the chemical fiberboard process, it's getting there, and there's projects ongoing at the moment to try and improve this area, and also to look at the production of more green adhesives for the wood industry and then the manufacturing industry. So apart from looking at the pure enzymes that we can get from fungi and how we can express them, we can also engineer enzymes in the lab. We can change some of this approach. We can make new enzymes, new chimeric enzymes, which will have new purposes, or we can remove certain parts of the enzyme, the natural enzyme, which is maybe interfering in the process. We have all these tools available in the laboratory, and they can be looked at in a whole range of industries. Looking at the different fractions, we can see in this slide, we can see a whole range of potential applications for these enzymes. So how can we work with Novozymes partners in this? So today I've talked a lot of our research on lignocellulosic material and their applications, but what we do can be applied to other areas, other biomasses, food, non-food, synthetic polymers can be explored and transformed using fungi and their enzymes. We work with a lot of academic labs, but also industry, who will provide the raw materials that we will use, or fractions of this material that we can work with. And we can look at how we can transform this material into what another partner would look like. We can do this by pre-treating material to remove components of the biomass which might interfere in the process or contribute to potential toxic compounds if left untreated. We can use enzymes. We can use individual enzymes. We can use fungal enzyme cocktails. We can produce these enzymes at different scales. If we need to really scale it up, we can work with industry. We have partners who will take it up into the tens and hundreds of liters production if required. But we can find the exact enzymes that you will need for your process, especially if you're looking at enzymes as an alternative to chemical methods, if you're looking at something which you could sell as a green process. And we're also looking at enzymes which are tolerant to different conditions in the environment. One of the reasons why we're looking at marine fungi as well, because of the high tolerance to salt, but we can also look for enzymes which are able to work in the presence of higher levels of solvents, and so are stable, more robust biocatalysts. So finally, and I know you've seen this in the newsletter, this is a new master speciality being run at Polytech
on the circular economy and sustainable development. So we're looking at this this area, and a number of teachers and researchers in BBF are involved in this particular master's. So it's a Bank Plus 5 recruitment. So having your Master's 2 or your engineer title level, or a Master's 1 plus associated 3 years experience in professional study, integrating within the Polytech network and doing sort of 2 things, initial formation at the school and a professional contract with industry, so an apprenticeship approach there. So they will spend some time in class and some time in your industry, looking at some topics which might be of generic interest, but also topics which might be of particular interest to your enterprise. So this started last year as a master's. This year we are going to launch the biovalorization parkour, which we are in particular involved in the teaching and organizing. And so you can get more information on this both in the newsletter and if you contact me in the future. And with that, I'd like to thank you for your activity this afternoon, and for being with me, and I'll stop sharing. Thank you, Craig, for your presentation. Okay. Donc à tous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser par le chat. Nous les prendrons en fin de webinaire. Vous pouvez même les poser en français et voilà, nous ferons la traduction avec aussi Emmanuel Bertrand qui est avec nous et qui est un collaborateur de Craig. Voilà, sans transition, je vais passer la parole à Nathalie Turc, donc d'INRAE Transfer, qui va présenter l'Institut et l'offre technologique d'INRAE Transfer, et notamment les offres en lien avec le laboratoire BBF. Nathalie, je te laisse la parole. Merci. Du coup, Craig, tu repartages mes diapos, s'il te plaît? Craig, could you share your screen again? Je peux les partager. Merci. Oui. Hop, je vais les partager. Hop, j'ouvre. Voilà. Hop. Donc, normalement, c'est bon. J'affiche. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais les faire, je les ferai circuler quand tu me le diras. Très bien. Très bien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc Nathalie Turc, je suis responsable du pôle bioéconomie bioprocédés pour INRAE Transfer, donc filiale de valorisation d'INRAE. Donc du coup sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc INRAE Transfer, c'est une filiale à 100% d'INRAE pour l'ingénierie de projets complexes et le management du transfert technologique, visant à dynamiser l'innovation donc dans les domaines d'INRAE, donc en alimentation, en agriculture et en environnement. Donc plus spécifiquement, diapo suivante, sur le pôle valorisation et ingénierie de projet. Donc notre objectif, c'est de promouvoir l'innovation, donc bien sûr en transférant les résultats de la recherche, en effectuant le marketing de ces résultats, puis en négociant et ensuite en gérant les contrats de licence sur les brevets et les savoir-faire d'INRAE. On soutient également la création d'entreprises innovantes, donc qui sont des structures avec lesquelles on va également négocier des licences, on va le voir tout à l'heure. Plus en amont, donc on sensibilise les personnels de recherche à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, et on coordonne les démarches liées à ces créations. Alors un petit peu plus en amont, on accompagne le montage, la négociation et la gestion de projets de maturation, de prématuration, via un programme prématuration INRAE, et également avec les SAT,
avec les différentes SAT au niveau national avec lesquelles INRAE collabore. Et on verra un exemple tout à l'heure avec la SAT Sud-Est. Également, donc on monte, on anime et on gère de grands programmes de R&D, donc dans lesquels on a classé les instituts Carnot, 3 bécards dont nous avons parlé tout à l'heure, et différents projets donc financés sur des PIA, ADEME, ANR. Donc sur la diapositive suivante, c'est un petit peu la même chose, mais positionné en mouvement. Donc voilà, l'impact de la recherche, le parcours de l'innovation à INRAE, donc voilà, on part de la recherche bien sûr. On a toute une partie détection avec des personnes en local qui font remonter des déclarations d'invention de résultats valorisables. On analyse ensuite à partir de ces documents la protection intellectuelle la plus adaptée par rapport aux technologies qui sont présentées. Ça peut être des brevets, mais pas uniquement. On finance au besoin, on recherche des financements au besoin pour faire de la pré-maturation ou de la maturation, puisque assez souvent les technologies qui sortent des laboratoires sont assez amont. Et ensuite, donc, on transfère, alors, soit via des créations d'entreprises, soit via des licences auprès de partenaires industriels, leur licence ou option de licence avec programme de validation. Un programme de validation, c'est un mini contrat de recherche. Donc l'innovation derrière, à INRAE, elle est souvent technologique, de service, mais aussi sociale. Et donc derrière, la mesure d'impact, c'est un impact économique, mais également sociétal et environnemental. Alors, quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de notre périmètre, donc sur la diapositive suivante. Voilà, donc là, sur l'impact accompagnement à l'innovation et sa valorisation. Donc, sur la partie Carnot, on a 62 projets de ressourcement qui sont accompagnés par an. On en finance une trentaine environ, et les projets durent souvent plusieurs années. 130 déclarations d'invention sont remontées au niveau de l'ensemble des laboratoires dans lesquels INRAE est tutelle ou co-tutelle. On a 50 projets, alors qu'on a appelé d'attractivité Carnot, qui sont des projets un petit peu plus en amont que des projets de prématuration, donc par an sur l'ensemble des Carnot portés par INRAE, avec pareil donc environ 40 projets financés par an. En prématuration, donc 34 projets de prématuration et maturation, donc financés soit par INRAE, soit par les SAT, comme je vous disais tout à l'heure. Et concrètement, ça se traduit, donc actuellement, on a un portefeuille de licences actives de 614 licences, donc encore en activité, puisque depuis le temps, on a eu des licences qui sont tombées et qui permettent de générer un chiffre d'affaires de 2,5 millions donc, en 2020. Un petit focus ensuite sur la création d'entreprises. Donc, INRAE soutient la création d'entreprises innovantes qui souhaitent utiliser les compétences INRAE pour se développer. Donc, dans ce contexte, INRAE cofinance le coût de la recherche des startups qui collaborent avec ces laboratoires et on concède des conditions d'exploitation qui sont favorables, compatibles en fait avec le développement des startups. Et il y a la possibilité également d'héberger, de donner accès à des équipements et des installations durant les premières années de leur activité, donc aux startups qui collaborent avec ces laboratoires. On va voir un très bon exemple avec Élise Odino tout à l'heure. Alors, quelques chiffres sur la partie impact accompagnement aux startups sur la diapositive suivante. Donc, depuis 1999, on a 212 entreprises qui ont été créées, qui ont collaboré fortement avec INRAE, donc vraiment 92 spin-off. Et aujourd'hui, on a 168 de ces sociétés qui sont toujours en activité, donc un taux de réussite qui est quand même assez bon. Et 1250 emplois ont été créés. Un petit mot rapide aussi sur le label Agrio, donc 9 partenaires de l'Agri-Agro réunis pour constituer le consortium Agrio, qui est reconnu donc apporteur d'affaires French Tech Seed pour les pays France. Donc l'animation est confiée à INRAE Transfert. Et donc ce label permet notamment d'accéder à des financements via BPI. Un dernier petit mot pour les instituts Carnot, donc portés par INRAE. Donc on vous a parlé de 3 bécaires tout à l'heure. Donc INRAE porte actuellement 5 instituts Carnot, un 5e sur l'environnement qui n'est pas présenté sur cette diapositive-là puisqu'il est plus récent.
Donc, 2 carnaux qui sont sur les filières de production, donc les productions végétales avec le carnot Panto Pro et les productions animales avec le carnot France Futur Élevage, et 2 carnaux qui sont plus sur les filières de transformation, donc 3 Bécard, on en a parlé, et Qualiment qui concerne tout ce qui est alimentation innovante. Donc, c'est en fait au niveau des recettes sur l'ensemble de ces 4 carnaux, on est à un peu plus de 48 millions d'euros, et donc ce qui permet de générer un abondement qui permet de financer certains projets que Craig nous a présenté tout à l'heure, voilà, à presque 7 millions d'euros. Donc une soixantaine de projets financés par an. Donc ces projets, c'est des projets encore amont qui doivent nous permettre à nos équipes de garder leur avance de phase et générer des résultats qui doivent intéresser les industriels demain pour monter de nouvelles collaborations de recherche. Alors, pour terminer, je vais vous présenter 2 exemples d'offres technologiques avant de laisser la parole à Élise. Alors, vous avez vu beaucoup d'exemples de ce qui est fait à BBF. Donc là, je choisis de vous présenter 2 offres technologiques qui sont en cours, mais c'est vrai que après réflexion, j'aurais peut-être eu le temps de présenter une petite 3e. Je vous ferai un petit teaser après. Donc la première concerne un procédé de défibrillation de la cellulose et de fabrication de nanocellulose à partir de LPMO. Donc LPMO, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des enzymes fongiques. Donc voilà, c'est une nouvelle famille de LPMO, c'est pour les types polysaccharide monooxygénase, donc qui sont utilisés lors du pré-traitement, donc seuls ou en combinaison avec d'autres enzymes capables d'oxyder ou de dégrader les polysaccharides. Et plus particulièrement, ces enzymes sont capables d'agir en synergie avec les cellulases. Donc sur les domaines d'application, c'est stabilisant dans les systèmes dispersés hydratés, matériaux poreux et nanocomposites. Donc ces résultats sont protégés par une famille de brevets. Donc on recherche un partenaire pour une option de licence avec un programme de validation R&D vraisemblablement. Et la deuxième offre technologique, donc la diapositive suivante, donc c'est un procédé de photoactivation des enzymes oxydases à cuivre radical, donc les CRO, donc qui permet d'obtenir des aldéhydes. On l'a vu un petit peu tout à l'heure aussi, donc c'est des produits qui ont des multiples applications industrielles, comme vous le savez certainement, notamment au niveau des parfums et des arômes, de par leurs propriétés olfactives, et en chimie de synthèse pour la fabrication de matériaux biosourcés, tels que les bioplastiques ou les peintures, et également pour fonctionnaliser les biomatériaux. Donc les CRO, c'est une alternative biocatalytique compétitive pour la production d'aldéhydes, car elles n'ont pas besoin de cofacteurs organiques coûteux. Alors par contre, elles sont présentes sous forme inactive. Et donc là, l'équipe de BBF a démontré que le principe de photoactivation est applicable à une large gamme de CRO, avec des activités différentes, et que ce principe peut être implémenté dans un procédé innovant et performant sans ajouter l'activateur classique HRP. Et donc les CRO produisent également le coproduit H2O2 qui pourrait être utilisé en cascade. Donc c'est un exemple de technologie qui a été maturé en cofinancement entre INRAE et la SAT Sud-Est. Donc voilà, de la même façon, nous recherchons actuellement des partenaires susceptibles d'être intéressés pour développer cette technologie au niveau industriel. Et donc pour finir, 2 petits mots, je ne le présente pas aujourd'hui, mais vous pourrez le retrouver sur nos sites web. On a également une offre technologique qu'on vient de diffuser sur un procédé de production d'agromatériaux via la bioextrusion d'une matière lignocellulosique solide qui est ensemencée justement avec une biomasse fongique. Avec en particulier une résistance et une rigidité au moins doublée par rapport à des matériaux extrudés sans champignons. Voilà, donc je laisse la parole à Élise Audinot pour vous donner un exemple vraiment assez précis d'une collaboration de recherche avec le laboratoire qui a donné lieu à un transfert de technologie et puis une création d'entreprise. Merci Nathalie. Donc je vais passer directement la parole à Élise Audinot qui va témoigner d'un transfert de technologie réussi avec la création de la société Oleoinov et qui va présenter donc la société et la technologie. Voilà Élise, je vous laisse la parole. Merci. Je partage mon écran. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Élise Audinot, cofondatrice et directrice technique de la société Oleoinov.
Donc, je remercie Nathalie et Craig de m'avoir conviée pour vous présenter donc, notre société et comment des projets de recherche innovants ont abouti à la création d'une start-up. Donc, au niveau contextuel, il faut savoir que cette année, la FAO a estimé la quantité totale de déchets et de sous-produits de la filière agroalimentaire à 1,3 milliard de tonnes dans le monde. Et ce qui signifie qu'environ un tiers des productions alimentaires et agricoles sont aujourd'hui non utilisées et perdues. Donc, or, ces ressources représentent un potentiel énorme et les valoriser est un enjeu économique et environnemental considérable. Mais comment utiliser ces ressources et surtout, comment créer de la valeur à partir de ces ressources? Par exemple, en initiant à travers les filières des projets de recherche innovants dans le cadre d'une recherche de procédés durables. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en 2012, donc Terre Innovia, qui est le centre technique des oléoprotéagineux français, et Terre Univia, qui est l'interprofession des huiles et protéines végétales, sont venus démarcher le laboratoire BBF. L'idée initiale, en fait, était d'utiliser les champignons filamenteux pour délignifier les tourteaux de colza ou de tournesol afin de les rendre plus digestes pour l'alimentation animale et en créant en parallèle, si possible, des molécules à haute valeur ajoutée afin d'apporter plus de valeur à ces tourteaux. Donc, après 6 années de recherche au sein du laboratoire BBF, nous avons développé 2 procédés biotechnologiques qui permettent donc d'une part de produire du tourteau premium, c'est-à-dire c'est un tourteau qui a une meilleure digestibilité et une valeur nutritionnelle améliorée par rapport au tourteau de base, et qui permet également de produire des molécules biosourcées à haute valeur ajoutée, soit un biocatalyseur d'intérêt industriel, soit de nouvelles molécules phénoliques plateformes. Donc, le développement de ces projets a engendré donc, de la propriété intellectuelle, un dossier technique secret qui permet de protéger le procédé de production et de mise en œuvre du biocatalyseur, et un brevet prioritaire donc, qui protège la production et la récupération de nos molécules phénoliques plateformes, le canolol et l'acide synapique. Donc, après nos 6 années de recherche et devant donc, les résultats innovants et prometteurs que nous avons obtenus, le Frédéric Finn de Terre Innovia, Anne Lomascolo donc de l'UMR BBF et moi-même avons décidé en janvier 2019 de créer la société OléoInnov. Avec donc le soutien de nos partenaires historiques, c'est-à-dire Terre Innovia, Terre Univia, INRAE et Aix-Marseille Université, et également avec le soutien de l'Institut Carnot 3 Bécard et de l'incubateur Impulse qui nous a accompagnés dans la création de notre société de 2018 à 2020. Donc, l'équipe de la société est constituée des membres fondateurs, donc Frédéric Finn, qui intervient au sein de la société comme président délégué, le docteur Anne Lomascolo, qui est conseillère scientifique, et donc moi-même en tant que directrice technique. Notre proposition de valeur est de développer d'une manière générale des procédés biotechnologiques durables pour produire des molécules à haute valeur ajoutée à partir de coproduits ou de déchets agricoles. Donc aujourd'hui, nous utilisons essentiellement les procédés qui ont été développés au cours des contrats de recherche et pour cela, nous avons signé avec chacun des détenteurs de l'API, donc INRAE, Terre Innovia et Terre Univia, des licences d'exploitation exclusives, ce qui nous permet de commercialiser et de proposer donc, deux produits. Donc, un biocatalyseur qui peut être utilisé en décoloration textile et en bioremédiation des effluents, et des molécules biosourcées, donc l'acide synapique et le canolol. La société propose également d'accompagner des sociétés qui souhaiteraient développer des projets de recherche et de développement afin de valoriser donc, des coproduits agricoles par voie biotechnologique. Ensuite, notre stratégie commerciale, elle repose sur la vente de bioproduits en B2B et également avec le sous-licensing de nos procédés pour les entreprises qui souhaiteraient l'insérer dans leur société. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu plus donc, nos produits. Donc, le premier produit est un biocatalyseur
qui présente un intérêt important dans l'industrie textile, puisqu'il peut permettre donc, de décolorer les jeans, par exemple, et également de rendre les effluents industriels plus biodégradables. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie textile est une des industries les plus polluantes du fait que beaucoup de produits chimiques sont utilisés et qu'en plus, elle engendre un volume important d'effluents industriels qui sont difficiles à traiter. Et donc, devant la demande des consommateurs et le renforcement des règles environnementales, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de développer et de mettre au point au sein de leur société des solutions plus vertes. Donc, notre biocatalyseur permet de répondre à cette demande puisque les produits que nous avons développés et qui contiennent ce biocatalyseur permettent d'avoir des procédés qui permettent d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques, qui sont plus économes en eau et en énergie. Pour la décoloration des textiles, on a une conservation de la qualité des tissus et on peut donc moduler les teintes de décoloration, comme vous pouvez voir donc, sur l'image qui est en haut. Et sur les effluents industriels, on peut traiter une large gamme de colorants. Et en plus, une fois que les effluents sont traités, on améliore leur biodégradabilité et donc leur traitement est facilité. De plus, donc notre biocatalyseur présente des propriétés qui nous permettent d'envisager également d'aller vers d'autres marchés dans le futur, notamment l'agroalimentaire avec la clarification des jus, mais également d'autres pôles en chimie verte comme la synthèse de colorants ou le blanchiment de pâte à papier, chose qui a été faite pendant assez longtemps au sein du laboratoire BBF. Notre deuxième produit est donc un ensemble de composés phénoliques biosourcés, le canolol et l'acide synapique. Donc, il faut savoir que ces deux molécules présentent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui nous permettent de viser donc les marchés de la cosmétique et de la nutraceutique. De plus, ces molécules sont assez réactives et nous permettent également de les utiliser pour la synthèse de polymères et pour la synthèse de colorants naturels. Donc, l'acide synapique, lui, est disponible notamment sur le marché des produits chimiques, mais au niveau industriel, il n'est pas utilisé aujourd'hui parce que son coût de production est élevé. Et pour le canolol, lui, on ne le trouve pas du tout sur le marché, ni pour les produits chimiques à destination des laboratoires, malgré le fait que beaucoup de laboratoires l'étudient. Mais il est également indisponible au niveau des marchés industriels. Pourquoi? Parce que les procédés actuels ont des rendements de production qui sont très faibles et donc les coûts de production sont élevés, ce qui le rend complètement inutilisable sur les marchés industriels. Le procédé que nous avons développé donc, avec BBF présente des rendements qui sont beaucoup plus élevés et ce qui nous permet d'avoir des coûts de production qui sont plus en adéquation avec les marchés. De plus, le canolol que nous obtenons présente une origine naturelle et biosourcée, ce qui est quand même un vecteur d'image positive. Et en plus, c'est un nouvel antioxydant qui est puissant et qui est lipophile, ce qui a un intérêt important, notamment en cosmétique. En plus, nous n'avons pas de contraintes réglementaires pour une utilisation en alimentaire, en nutraceutique et en cosmétique. Et du fait que nous avons signé avec INRAE, Terre Innovia et Terre Univia une licence exclusive du procédé breveté, permet donc à Oleo Innov de pouvoir se positionner comme premier fournisseur de canolol biosourcé. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Merci Élise pour cette présentation. Donc ce que je propose maintenant, c'est de passer à la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions à poser à l'un des trois de nos intervenants ou même aux trois, hein, vous pouvez poser plusieurs questions, n'hésitez pas. Alors, déjà, je vais relayer la première question qui a été posée
donc à Nathalie Turc qui a répondu sur le chat, mais voilà, je la relais pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle nous pouvons consulter les différentes offres technologiques? Donc, Nathalie a mis dans le chat un lien vers la... Alors, je ne sais pas si Nathalie, tu veux en parler un peu plus, mais Oui. Tu as mis un lien vers... Voilà, j'ai mis deux liens en fait. Un lien vers les offres technologiques donc d'INRAE Transfert, donc qui recense toutes les offres technologiques issues des laboratoires INRAE, et également un lien vers le site du Carnot 3 Bécart. Alors, vous allez y retrouver les offres technologiques des laboratoires INRAE pour le domaine de 3 Bécart, mais également aussi des offres technologiques pour d'autres laboratoires qui font partie du Carnot 3 Bécart, mais qui ne sont pas forcément en fait, sous tutelle INRAE. Voilà. Donc c'est un petit peu plus large et c'est plus spécifique sur le domaine d'activité de 3 Bécart. D'accord. Écoute, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Hein, vous pouvez les poser directement. Moi, j'ai une question du coup qui est liée à ça. C'est comment une entreprise... Alors, déjà, ma première question, c'est pour toi, Nathalie. Dans les licences actives que vous avez qui sont exploitées, quelle est la part des startups, donc des créations d'entreprises, et des licences, des sous-licences vendues à des entreprises existantes? Voilà. Est-ce que vous avez une idée de... Alors, c'est une bonne question. Je saurais pas. Alors, c'est pas une part quand même très importante, même si elle est quand même en forte croissance, avec une impulsion assez forte de la direction d'INRAE ces dernières années d'accompagner plus fortement à la création d'entreprises. Je dirais qu'aujourd'hui, on doit avoir entre 15 et 25% de licences qui sont avec des startups. D'accord. On a effectivement, comme le disait Elise, des licences qui sont quand même souvent exclusives sur certains domaines d'application, avec les startups notamment, pour qu'elles puissent prendre la place qu'elles ont besoin de prendre sans être en concurrence, mais aussi c'est aussi quand même quelque chose, il faut le dire, qu'on fait également avec des grands groupes, hein. Et on concède les licences non exclusives sur des technologies par contre qui sont plus génériques et qui peuvent être déclinées sur différents domaines d'activité. D'accord. Ok. Et du coup, pour les entreprises, elles qui voudraient prospecter des nouvelles technologies et qui vont sur la plateforme, qui s'intéressent, si elles identifient des technos d'intérêt, la façon de procéder, c'est de... Alors, normalement, sur chacune des fiches, il y a les coordonnées du chargé ou de la chargée de valorisation qui est responsable du dossier, avec aussi les coordonnées de l'équipe de recherche. Mais donc, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise une réunion avec la société intéressée, la chargée de valorisation et le chercheur qui est porteur du projet. Puisque la chargée de valorisation présente plutôt l'articulation, comment ça se passe pour faire du transfert, mais c'est toujours le chercheur qui présente sa technologie et qui répond aux questions techniques. Je vois d'ailleurs dans le chat une question assez précise sur la température d'extrusion. Effectivement, donc voilà, typiquement, on peut en discuter ensuite en parallèle. Déjà, là, à froid, je ne sais pas vous répondre, parce qu'on a quand même beaucoup d'offres technologiques, et en plus, celle-ci, c'est pas moi qui la suis de près. Mais on peut organiser une réunion. Souvent, c'est sous accord de secret puisqu'on dépose des brevets, bien sûr, pour protéger les technologies, mais on recherche des partenaires assez tôt. Donc, souvent, dès le dépôt du brevet, donc il y a encore une année où on peut renforcer, consolider les résultats. Donc, tous les échanges se font au préalable sous accord de secret. Ou alors, on peut faire des réunions sans accord de secret, mais forcément, les échanges sont moins pertinents. Et donc, l'INRAE Transfert peut comaturer une technologie avec une entreprise pour une application donnée avec les laboratoires. Alors, quand j'ai parlé de prématuration tout à l'heure, prématuration INRAE, là, c'est plutôt dans le cas où justement les résultats ne sont pas encore assez matures pour pouvoir intéresser un industriel. Et donc, on finance sur fonds propres, sur des fonds INRAE ou avec des SAT, comme je le disais.
pour pouvoir intéresser les industriels après. Et par contre, une fois qu'un industriel intéressé est prêt, le projet est suffisamment mûr pour que l'industriel soit prêt à prendre un peu de risque et à cofinancer un programme de maturation pour aller vraiment vers l'application qui l'intéresse selon son cahier des charges spécifique. Là, effectivement, on est aussi un peu en cofinancement puisque nos équipes de recherche sont impliquées sur les projets, même s'il y a une prise en charge partielle des coûts par l'industriel. D'accord, d'accord. Tout ça, c'est quelque chose qui se discute et qui avance ensemble entre l'entreprise intéressée et Minerai Transfert. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver à Élise, pour Élise Odino. Une question sur le canolol. Quel est le prix approximatif au kilogramme du canolol que vous produisez? Est-ce qu'il est cosmétique grade, je pense, et est-ce qu'il a un numéro INCI? Alors déjà pour le numéro INCI, donc aujourd'hui on est un TRL 6 pour notre procédé et on n'a pas encore fait toutes les démarches pour pouvoir l'utiliser en cosmétique. Donc le numéro NCI, là on devrait en fait, comme vous avez peut-être vu sur une des slides, on vient d'être lauréat du concours ILAB 2021. Et donc le projet qu'on a déposé, il nous permet donc de faire une montée d'échelle jusqu'à l'échelle industrielle donc de notre procédé, mais également de faire une étude approfondie des propriétés du canolol et notamment pouvoir aller jusqu'à apporter un numéro INCI au canolol. Pour le prix approximatif au kilogramme, notre objectif est d'atteindre 1 000 € le kilogramme. Donc, ce qui est en fait le prix qui est retrouvé pour pas mal de composés phénoliques utilisés en cosmétique. Et après, cosmétique grade, alors notre procédé est en verre. Je pense que le cosmétique grade, il doit l'avoir, mais ça, c'est pareil. C'est toutes les études qu'on va faire pendant le projet qui devraient nous permettre de répondre correctement à cette question. D'accord. Et du coup, le projet, les études que vous allez faire grâce à l'obtention du concours ILAB, vous pouvez vous projeter du coup en disant, voilà, à l'échelle de ça va vous permettre à l'échelle de 2-3 ans d'aller vers un développement pré-industriel. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc voilà, et donc toutes les études laboratoires vont être faites au sein du laboratoire BBF. D'accord. Et moi j'ai compris, alors vous parliez justement donc sur les composés phénoliques biosourcés, la production d'acide synapique qui donne ensuite le canolol. J'ai compris que l'acide synapique il était produit de manière chimique. Mais, alors en fait l'acide synapique, il est en fait on le récupère au niveau d'une on le récupère à partir du tourteau de colza grâce à une enzyme. Et ensuite, après avoir récupéré l'acide synapique, cet acide synapique est mis en contact avec des champignons filamenteux qui permettent de donner du canolol. Et c'est un précurseur du canolol ou il n'a pas d'autres applications? C'est un précurseur du canolol, mais il peut être aussi utilisé en tant que tel dans différentes voies, notamment pour la synthèse de polymères ou de colorants naturels. D'accord. Mais l'intérêt pour la société, c'est de faire du canolol parce que là, il n'y a pas de... Voilà. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le canolol a un intérêt pour la cosmétique et n'a pas de pendant. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et alors, je ne sais pas si... voilà, si vous avez d'autres questions, levez la main. Je n'ai pas vu s'il y a des mains levées. Je n'en vois pas pour l'instant. Moi, j'avais une question pour Craig. Que j'avais noté sur un procédé. Alors, je vais poser à Craig en anglais. Sur le procédé pour faire du carton. Donc, I have seen that you have a process without solvent to degrade cellulose to make cardboard. Could this process be a circular process
That's to say, cardboard wastes could be treated with the same fungic enzyme to make carton. All right. What we're doing is it's more the lignin part of the wood fiber. So what makes the carton, what makes the cardboard brown is the lignin. And it's the laccases which are forming these cross links. So yes, there could be a way that you could, as you say, go into a circular bioeconomy side to recycle the carton. And I think it is being done. It's not something like that. So yes, there could, I think one thing you have brought up is this recycling of waste wood, which is a very hot topic as well at the moment. Okay. Because there's so many things that we can turn waste wood into carton into something else, and the similar enzymes can be used for synthetic and degradative activities. Ok, donc j'ai compris, pour faire résumer, que c'était possible et qu'il y avait déjà des choses de fait. Peut-être Emmanuel peut traduire peut-être un petit peu plus précisément, si Emmanuel. J'ai compris que oui, effectivement, il y avait des possibilités de faire. Donc, ce que Craig disait, c'est que la partie qui nous intéresse dans le carton, mettons, et dans d'autres procédés pour faire éventuellement des panneaux de bois agglomérés, c'est la lignine. Et la lignine qu'on va pouvoir fonctionnaliser en utilisant des biocatalyseurs qui sont principalement des laccases. Et donc, finalement, comme dans les plantes, la lignine va jouer le rôle de liant pour ces matériaux. Voilà, en résumé. D'accord, c'est la lignine, ok. Donc, on peut imaginer que... Ouais. One thing which it might be important is, while we're talking about a laccase, it might be a different laccase which is involved in the synthetic side and something which is involved in the degradation, because laccases also occur in plants as part of the structural mechanism. Donc, il y a différentes laccases. Effectivement, si on fait une synthèse pour synthétiser les lignines, ce sera un type de laccase, alors que les laccases fongiques qu'on utilise pour dégrader sont un autre type de laccase. Oui, il y a une très grande spécificité. Et du coup, moi, ça me fait poser la question, je la reposerai en anglais, je vais essayer, mais sur l'approche stratégique, parce que je l'ai déjà posée en français, après j'essaie de la reposer en anglais. J'ai compris qu'on allait de la connaissance de plus en plus forte de la biodiversité fongique vers la connaissance de la structure-activité des enzymes, et à partir de là, en déboucher des applications. Est-ce qu'on a des exemples avec une meilleure connaissance maintenant de plus en plus grande, dans le sens contraire, de partir d'une molécule ou d'une application d'intérêt et d'aller cibler une enzyme particulière? Alors, my question is about a strategic approach. Is it always bottom-up approach, or could be do you have some example of top-bottom example? Yes, so in terms of going from fungus to enzyme? Yes. All right. So one example is a paper that we published last month, where we looked at a technical soda lignin. So normally wood lignin is just burnt, it's low value, but we had a project to look at making it high value, and we screened part of the collection for growth on this lignin, and we identified strains for the first time. I'll let you translate, Emmanuel. Ok, merci Emmanuel. On a un exemple d'un article qui a été publié le mois dernier dans le cadre d'un projet européen, je crois, Velcor, dans lequel on a utilisé la collection de champignons filamenteux qui a servi à un criblage sur des lignines techniques
obtenus par le procédé à la soude. Et donc, effectivement, on fait cette approche-là également en fonction des différents projets. Voilà. Et donc là, le but, c'était d'obtenir, j'ai oublié un morceau de la traduction, d'obtenir finalement des fractions de lignine qui ont une plus forte valeur ajoutée que la matière première de base, évidemment. D'accord. So from that strain, we could identify new enzymes involved in the process. Je vais donner la parole à Anne Lomascolo qui peut compléter sur cet aspect. Donc, Anne, si vous voulez intervenir. Oui, c'était bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Je voulais juste compléter parce qu'en fait, j'ai bien compris la question que vous avez posée dans le sens où sur la slide de Greg, à un moment donné, on a l'impression qu'on part toujours de l'ensemble de la biodiversité pour aller chercher l'aiguille dans la boîte de foin, si je puis dire. C'était le sens de ma question. Oui. Voilà, c'est le sens de votre question. Voilà, je pense que c'était pas forcément la réponse. Et donc, en réalité, nous, au laboratoire, nous faisons les deux aspects, c'est-à-dire les deux approches. Soit la biodiversité, on sait qu'elle contient une richesse inépuisable et qu'on peut toujours quasiment, sans être trop ambitieux à dire ça, trouver ce qu'on cherche. Mais évidemment, il y a l'approche inverse dans le sens où, par exemple, le substrat est connu, on connaît sa composition, etc. On sait ce qu'on veut obtenir et à ce moment-là, on sait à peu près, on a l'idée quasi grosso modo de l'enzyme qu'on veut chercher. C'est le cas de base, par exemple, de l'obtention de l'acide synapique à partir du tourteau de colza. Cet acide synapique, on sait sous quelle forme il existe dans le tourteau de colza, puisque la filière oléagineuse connaît particulièrement à fond, etc. Ouais. Et à ce moment-là, on sait, pour donner à titre d'exemple, qu'il y a des liaisons ester, plus ou moins, entre l'acide synapique, des sucres, etc. Et nous, avec notre connaissance des enzymes acquises depuis maintenant 30 ans, on a su dès le départ, par exemple, quel type d'enzyme on pouvait employer. Donc, c'est la démarche inverse, d'ailleurs, c'est la connaissance active précise du substrat qui nous a guidés pour aller chercher l'enzyme qu'on connaissait déjà pour agir sur des substrats un peu analogues, pas le tourteau, mais des substrats un peu analogues, et qui nous a conduit à dire, par exemple, ah ben alors c'est vers ce type d'estérase qu'il faut que j'aille. D'accord. Oui. Que ça complète votre question, et en réalité, on a les deux approches, en fait. Oui, effectivement, ça complète la réponse, et j'imagine que, comme Craig le montrait, avec le potentiel énorme apporté par la biodiversité fongique et la connaissance de plus en plus importante sur les capacités, des nouvelles enzymes, j'imagine que de plus en plus, on est capable justement de remonter comme ça à partir d'un besoin à une enzyme qui peut y répondre. Ça va de manière croissante puisqu'on exploite de plus en plus ce potentiel, on a de plus en plus de connaissances. Donc, on peut l'espérer. En tout cas, disons que les deux sont possibles. D'accord. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. Avec plaisir. Alors, moi, j'ai une dernière question à Élise, alors un peu plus générale. Comment on se lance dans la création de start-up? Alors, c'est peut-être pas toute seule, mais comment on se décide donc de se lancer comme ça, de passer de se lancer dans la création d'une start-up, voilà, à partir d'une technologie? Alors déjà, quand le projet nous plaît énormément, que on connaît le projet au début, qu'on voit donc toutes les potentialités du projet et que on n'a pas forcément envie de l'abandonner parce qu'on sait qu'il y a des potentialités énormes. Parce que on est aidé et accompagné des gens qui ont porté le projet depuis le début, donc comme Frédéric Fine et donc le docteur Anne Lomascolo qui ont été là depuis le début et qui ont participé donc à la création de cette société. Aussi par le fait que INRAE Transfer et Terre Innovia et Terre Univia étaient derrière nous et ont également souhaité la création de cette société. Et puis parce que pour dans le public, c'est vrai qu'au bout d'un moment, hélas, on ne peut pas faire des années
beaucoup d'années au sein du public parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus nous prendre et que on se retrouve à plus forcément avoir de travail et qu'on se dit c'est soit ça, soit aller ailleurs, mais on continue et on y croit. Voilà. D'accord, peut-être Anne, vous vouliez intervenir? Oui, pardon, le micro c'est mieux. Oui, je voulais compléter les dires d'Élise, c'est à peu près résumé, mais comment on se lance là-dedans? Mais en fait, il y a quand même, c'est un moment où, à un moment donné, on se sent, comment dire, on sent qu'il y a un besoin. Donc, en l'occurrence, le besoin, c'était la filière oléagineuse qui me l'avait clairement exprimé. On travaille à la paillasse pour faire de la recherche académique, donc avec des gens impliqués comme Élise qui est sur le projet depuis le début. Et puis, on est soutenu par nos instances de tutelle pour aller plus loin et pour aboutir à un projet économique, c'est-à-dire à répondre à une demande sociétale et à créer de l'emploi aussi. Et donc, on y va parce qu'on se dit que finalement, la recherche académique, ça n'est pas que pour faire des publications aussi jolies soient-elles qui restent sur une étagère, mais qu'à un moment donné, on est là aussi, comme je vous dis, pour, si possible, créer de la valeur ajoutée, de l'emploi. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est important. Ouais. Et parce qu'en fait, on doit montrer que notre recherche est dynamique et peut aller jusqu'au bout. Donc, en fait, après, évidemment, on a la chance, dans notre cas, d'avoir été accompagné par toutes les instances qu'on est allé démarcher, aussi bien universitaires que INRAE, etc. Et par la filière, et avec des gens motivés, on se dit on se lance parce qu'en fait, voilà, il s'agit pas de laisser que des publications sur l'étagère en fait. En tout cas, je veux vous remercier pour le témoignage d'Élise et puis d'Anne donc sur la création d'Oléoinov et puis sur le développement d'Oléoinov. C'est un bel exemple de développement de technologie du labo vers des applications commerciales dans des domaines qui sont des domaines d'actualité avec des nouveaux procédés verts, des besoins de molécules biosourcées. Enfin, on voit qu'il y a des besoins avec un écosystème autour qui accompagne tout au long des phases de développement. Et on voit que c'est un long processus. Voilà, je voulais vous remercier et puis souhaiter à Oléoinov de nombreux succès à venir et continuer son développement. On arrive vers la fin de ce webinaire. Je voudrais juste donc dire quelques mots avant de clôturer ce webinaire. Alors, j'ai partagé mon écran à dire, alors ça va un peu dans le sens de ce dont on parlait à l'instant, c'est qu'il existe des aides pour accompagner les projets collaboratifs qui associent donc les laboratoires académiques et les entreprises qui veulent développer ces technologies. Et à tous les niveaux du développement d'une technologie, des TRL bas, recherche fondamentale jusqu'à la pré-industrialisation et commercialisation, avec des financeurs et des opérateurs identifiés et connus. Alors là, on voit aussi quelques-uns, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Et dire que voilà, sur ces sujets-là, Novachim peut accompagner les entreprises dans la recherche de partenaires et puis sur l'identification de financement adapté. Voilà, c'est des choses que nous faisons avec les entreprises. Et voilà, le dernier mot, c'est pour dire qu'il y aura, pour donner les prochains rendez-vous donc, de ce cycle de webinaire, rendez-vous avec la recherche et l'innovation, le 30 novembre 2021, donc, où on présentera le laboratoire M2P2, mécanique, modélisation et procédés propres, qui est une UMR ex-Marseille Université, CNRS Centrale Marseille. Et le 25 janvier 2022, donc l'année prochaine, il y aura un webinaire donc, avec une présentation de l'Institut de chimie radicalaire, l'ICR, donc, qui est aussi une UMR, ex-Marseille Université, CNRS. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Donc je voudrais remercier les intervenants pour leur présentation, remercier tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous dis à très bientôt donc, pour les prochains webinaires.
Avant de vous quitter, je voudrais juste rendre un hommage à une personne qui nous a beaucoup apporté chez Novachim en tant que conseiller scientifique et qui était également l'ancien directeur donc, du laboratoire biodiversité et biotechnologie fongique. Donc, il s'agit du professeur Jean-Claude Sigoyot qui nous a quittés trop vite et j'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci Merci, Stéphane. Je Au revoir. voulais faire Merci. également l'hommage à Jean-Claude. Merci de l'avoir fait. Merci beaucoup. Au revoir.